Le silence dans cette salle de conférence était une chose physique, épais et lourd comme les murs renforcés qui nous entouraient. Mon frère Marc, le vice-président célébré d'un grand entrepreneur de défense, venait de conclure sa présentation pour le projet Chimera. Il s'adossa à son siège avec un sourire qui suintait la victoire. Un regard qu'il avait perfectionné au cours d'une vie entière à obtenir exactement ce qu'il voulait. Tous les regards dans la salle, les colonels, les analystes seniors, l'ensemble du comité d'acquisition, se tournèrent vers moi. Puis, l'homme à la tête de la table, le général Davies, une figure dont la réputation avait été forgée dans l'acier et la procédure, posa son regard sur moi. Marc me lança un petit rictus, un éclat condescendant qui disait « Vas-y, fais ton petit tampon d'approbation pour que les adultes puissent discuter. » Je posai mes mains à plat sur l'acajou frais, me levai et laissai ma voix trancher nettement le silence. « Général ?» dis-je en soutenant directement son regard. « Le projet de Chimera est un non-départ. » Le rictus ne se contenta pas de s'estomper du visage de mon frère. Il fut effacé net, remplacé par une confusion bouche bée qui était profondément satisfaisante. À peine 30 minutes plus tôt, nous étions dans le couloir gris poli à l'extérieur de cette même salle. J'étais en pleine discussion calme et professionnelle avec le général Davies sur l'ordre du jour de la réunion. Soudain, Marc apparut, un tourbillon de tailleurs coûteux et de charisme bruyant. Il me contourna complètement, claquant l'épaule du général avec une familiarité exercée qui me fit froid dans le dos. « Général, ravi de vous voir, » tonna-t-il. « Ne vous inquiétez pas, nous n'ennuierons pas votre personnel avec les détails techniques. » Il pointa le pouce dans ma direction, sans même daigner me regarder. « Jenna ici n'est que le contrôle du trafic de base. Elle empêche les avions de se heurter pour que nous puissions faire le vrai travail. » Il cligna même de l'œil. Il cligna de l'œil à un général 2 étoiles, s'attendant à un moment partagé de condescendance à mes dépens. La blague atterrit et mourut dans l'air stérile et silencieux. Dans cette seule phrase dédaigneuse, je n'entendis pas seulement ces mots, j'entendis mon père à Thanksgiving appeler Marc un capitaine d'industrie tandis que j'étais juste fiable. Je vis le sourire poli et vide de ma mère. Quand j'essayais d'expliquer ma dernière promotion, c'était le poids de 1000 rejets, 1000 moments d'être traité comme une note de bas de page dans l'histoire de ma propre famille, tout livré dans un seul geste arrogant de son pouce. Une froideur familière s'installa au plus profond de mes os, mais cette fois, ce n'était pas de la résignation. C'était une fureur aiguisée en un point fin et tranquille. Le visage du général Davis resta un masque parfait de discipline militaire. Mais je suis une experte en observation des détails. Je vis le léger resserrement au coin de ses yeux, le subtil changement dans sa posture. Marc n'avait pas seulement insulté sa sœur. Il avait publiquement rejeté l'autorité de la seule personne dans la salle dont le travail entier était d'être le gardien ultime. Il rit, pensant que c'était juste une autre blague à mes dépens. Il n'avait aucune idée qu'il venait de rabaisser la seule personne dans la salle avec l'autorité unilatérale de tuer son projet. Pour comprendre le règlement de compte qui suivit, il faut comprendre les 2 vies que je menais, pour vraiment saisir l'abîme entre mes 2 vies. Il faut imaginer notre famille à Thanksgiving. Toute la journée orbitait autour d'un seul soleil éclatant. Mon frère Marc, il ne partageait pas seulement des nouvelles du travail, il tenait court à la tête de la table à manger, tissant de grands récits sur l'offre à venir de son entreprise pour le projet Chimera. Il se peignait en visionnaire, un patriote développant un système de défense révolutionnaire par drone qui changerait la nature même de la guerre moderne. Il parlait de projections à des milliards de dollars et de réunions à Dubaï, comme s'il discutait du temps qu'il fait. Et notre famille absorbait tout avec une attention captivée. Mon père, Robert, un homme qui avait passé 40 ans comme manager de niveau intermédiaire et mesurait la valeur d'une personne par son titre professionnel, rayonnait vers lui. Il leva son verre pour un toast, sa voix épaissie par une fierté qu'il ne m'avait jamais montrée. « À mon fils, Mark », déclara-t-il à la salle. « Un vrai capitaine d'industrie ?» Tout le monde applaudit, emporté par la performance. C'était toujours une performance. Plus tard, en débarrassant les assiettes, je trouvai un moment tranquille avec ma mère, Diane, une femme dont la mission de vie était de maintenir la paix en gardant Marc heureux. J'essayais de partager mes propres nouvelles. « Maman, j'ai eu la promotion, » dis-je doucement. « Je suis maintenant GS15. C'est le plus haut rang civil que je puisse obtenir dans ma carrière. » Elle s'arrêta de charger le lave-vaisselle pour tapoter ma main, ses yeux déjà en train de scanner le salon pour s'assurer que le verre de Marc était plein. « C'est charmant, ma chérie. »
dit-elle, sa voix teintée d'une condescendance douce et involontaire. C'est si bien que tu aies un emploi gouvernemental si stable. Stable. C'est tout ce qu'ils voyaient toujours. Sûr, ennuyeux et stable. Pour eux, ma carrière était une impasse grise et tranquille comparée à l'autoroute à 6 voies de l'ambition de Marc. Ils avaient même un surnom pour moi, qu'ils utilisaient avec leurs amis. La fille de la tour. C'était leur raccourci pour mon travail sur une base militaire. Un nom qui peignait une image de moi dans une boîte de verre avec des jumelles. Une observatrice subalterne du travail important que des hommes comme mon frère faisaient. C'était plus facile pour eux de croire cela que de comprendre la vérité. La vérité vivait dans un monde entièrement différent. Un monde de silence absolu et de conséquences. Mon vrai bureau était un CIF. Une installation d'information compartimentée sensible. C'est une salle conçue pour être impénétrable. Un coffre-fort où les secrets de la nation sont manipulés. Il n'y a pas de fenêtre. Les murs sont blindés. Et le seul son est le bourdonnement bas des serveurs cryptés. Dans ce monde, il n'y a pas de charisme vide ou de fanfaronnade. Il n'y a que des données et la réalité binaire stark de conforme ou non conforme. Je me souviens d'avoir dirigé une revue d'équipe rouge pour une autre proposition multimillionnaire, une mise à niveau des communications par satellite. Les schémas et les tableurs budgétaires remplissaient un écran massif, un fleuve de nombres et de spécifications techniques que je devais naviguer. Je pointais calmement une section du code. Il y a une vulnérabilité critique ici, déclarai-je à la salle d'ingénieurs et de gestionnaires de projet. Le protocole de sécurité des données de l'entrepreneur a une porte dérobée. C'est subtil, mais elle est là. Un ingénieur senior, un homme avec 3 décennies d'expérience, répliqua immédiatement. C'est dans les paramètres acceptables. Madame Reed, dit-il, son ton frisant le dédain, la salle devint tendue. Il contestait mon autorité, je n'élevais pas la voix, je n'en avais pas besoin. Je me tournai simplement vers lui et dis, selon la directive DOE, dite 570, et le langage spécifique dans la sous-partie 4, 19 du phare, acceptable n'est pas la norme. Sécuriser l'Est. La conclusion tient, l'argument était clos. Observant depuis le fond de la salle, le général Davis fit un seul hochement de tête presque imperceptible d'approbation. Ce hochement était l'éloge le plus fort que j'ai jamais reçu. Dans cette salle, je n'étais pas la fille de la tour. J'étais le dernier mot. Mon autorité était absolue, parce qu'elle n'était pas construite sur le charme. Elle était construite sur le fait d'être irréfutablement correcte. Quand des milliards de dollars et la sécurité nationale étaient en jeu, mes parents ne pourraient jamais comprendre ce monde. Mon père voyait l'ambition de Marc comme un reflet de ses propres rêves, non réalisés de gloire corporative. Il vénérait le prestige de l'entreprise de Marc, parce que cela ressemblait à un héritage qu'il pouvait enfin revendiquer. Ma mère, la directrice émotionnelle en chef de la famille, voyait simplement le travail à haute pression de Marc comme quelque chose qui requérait une gestion et un encouragement constant. « Tu sais comment est ton frère ?» me disait-elle. Comme si c'était une excuse pour tout. Son travail est si exigeant, il a besoin de notre soutien. Leur logique créait une boucle fermée d'habilitation. Le succès de Marc requérait leur attention adulatrice, et mon service tranquille et méticuleux était vu comme un manque d'ambition. Il voyait son arrogance comme de la confiance et ma compétence comme de la stabilité. Une qualité ennuyeuse, sûre et totalement insignifiante à l'ombre de leur enfant en or. Ils n'avaient aucune idée que mon emploi stable me donnait le pouvoir de protéger le pays du genre d'ambition imprudente que mon frère incarnait. Pendant des années, j'avais essayé de gagner leur respect dans leur monde de titres tape à l'œil et de gros bonus. Mais après ce commentaire dans le couloir, je réalisais que je n'avais pas à le faire. Marc venait de faire irruption dans mon monde, régi par mes règles. Et j'étais sur le point de lui enseigner le langage des conséquences. De retour dans la solitude tranquille de mon bureau, les minutes décomptant jusqu'à la réunion, les mots de mon frère résonnaient sur les murs nus, juste le contrôle du trafic de base. Ce n'était pas l'insulte qui restait, pas vraiment, c'était la certitude absolue derrière elle. L'assomption cuite au four d'une vie entière qu'il opérait sur un plan supérieur, où les règles fastidieuses qui gouvernaient les gens comme moi ne s'appliquaient tout simplement pas. Il croyait que son charisme était une clé qui pouvait déverrouiller n'importe quelle porte, et que la procédure n'était qu'une suggestion pour les moins importants. Et à ce moment, un interrupteur bascula en moi. Cela n'était plus seulement à propos des failles dans le projet Chimera, c'était à propos de la faille fondamentale dans sa vision du monde.
Mon objectif passa de simplement identifier un problème à délivrer une conséquence. Je ne recommanderai pas seulement le refus au comité pour qu'ils en débattent. Non. Comme stipulé dans ma charte officielle, en cas d'échec critique d'intégrité, j'avais l'autorité complète pour délivrer le verdict final moi-même. Cela ne serait pas une confrontation émotionnelle. Ce serait une exécution procédurale. Avec un nouveau sentiment de but froid, j'ouvris la revue de conformité finale pour le projet Chimera sur mon terminal sécurisé. Mon écran se remplit des données avec lesquelles j'avais vécu pendant des semaines. J'avais déjà signalé plusieurs problèmes, les délais trop optimistes habituels et les lignes budgétaires douteuses, mais je les fis défiler, descendant jusqu'au coup fatal. C'était une violation claire et disqualifiante de la sous-partie 9, 5 du phare, la section sur les conflits d'intérêts organisationnels. 3 mois plus tôt, l'entreprise de Marc avait acquis une petite firme de conseil spécialisée. Il s'avéra que cette même firme avait été contractée par le gouvernement 2 ans auparavant pour aider à rédiger les exigences techniques initiales pour ce projet même. Il avait acheté l'entreprise qui avait écrit le test, et maintenant il essayait de le réussir. C'était une brèche massive et contraire à l'éthique qu'il avait essayé d'enterrer dans une seule ligne. Dans une note de bas de page obscure de divulgation financière, certain que personne ne la trouverait. Il supposait que personne ne ferait le travail. Il supposait que je ne le ferais pas. Mes doigts bougèrent rapidement sur le clavier. Je rédigeai un email concis et crypté à l'officier exécutif du général Davis, un homme que je savais valoriser le protocole par-dessus tout. La ligne d'objet était Examen final, projet Chimera, Gate Review. Conclusion PO. Le corps de l'email était une seule ligne puissante. Monsieur, veuillez confirmer que le général est au courant de ma détermination finale concernant le FAR 9. Pink. Ma recommandation est maintenant une décision formelle. J'appuyai sur envoyer. L'attente fut moins d'1 minute, mais elle sembla durer 1 heure, puis la notification de réponse clignota. Confirmé. Le général vous cède la parole quand approprié. Procédé. Le piège était maintenant armé et chargé. Les confirmations par email étaient mes arguments finaux. Marc entra dans cette salle en s'attendant à une négociation. Il n'avait aucune idée qu'il entrait dans un verdict. Quand je pénétrai dans cette salle de conférence, l'air était déjà épais d'une tension que l'on pouvait goûter. Elle était conçue pour être intimidante. Une arène stérile et insonorisée, où des avenirs à des milliards de dollars étaient décidés. Mon frère Marc et son équipe à l'air nerveux étaient d'un côté d'une massive table en U. De l'autre siégeait le comité d'évaluation gouvernementale, une rangée de visages impassibles, des colonels, des hauts fonctionnaires civils. Et à la tête de tout cela, le général Davis. J'étais assise à l'extrémité de la table, légèrement séparée du groupe principal. C'était la position désignée pour l'officier d'intégrité du programme. Mais pour mon frère, cela ressemblait juste aux places bon marché. Tout au long de sa présentation entière, il me lança des petits regards dédaigneux, le genre que l'on donne au personnel de restauration pour voir si le café a besoin d'être rempli. Il me voyait comme un meuble. Il n'avait aucune idée qu'il regardait le juge. Marc termina sa présentation avec un geste théâtral, la diapositive finale brillant d'une projection à des milliards de dollars. Il écarta les bras largement, l'image même d'un titan corporatif qui venait de sceller l'accord de sa vie. Il regarda le comité avec attente, attendant la vague de questions impressionnées, ou plus probablement, la capitulation immédiate qu'il sentait lui être due, mais la salle ne lui rendit rien d'autre que ce silence profond et oppressant. Son sourire, maintenu en place par une pure force de volonté, commença à trembler au bord. Il n'était plus en contrôle, et il commençait juste à le réaliser. Puis, le moment arriva. Le général Davis ne le remercia pas pour la présentation, il ne commenta pas les chiffres. Il tourna simplement la tête, un mouvement lent et délibéré, et posa son regard sur moi. « Madame Reed, dit-il, sa voix plate, officielle et forte dans le silence mortel. Le comité requiert l'évaluation finale du bureau d'intégrité du programme avant de procéder. » L'expression confiante de Marc se brisa enfin. Je regardais la séquence d'émotions défiler sur son visage comme un film. D'abord, la confusion, alors qu'il essayait de traiter le titre formel. Madame Reed, bureau d'intégrité du programme. Puis, un éclat d'horreur naissante. Il regarda du visage de Pierre du général au mien, et pour la première fois de la journée, il me vit vraiment. Le rictus avait disparu, remplacé par un regard désespéré et interrogateur. Le monde ne se comportait plus selon ses règles. Je me levai de ma chaise lentement, délibérément.
La chaise ne fit aucun bruit sur le sol poli. Je ne regardais pas mes notes. Je n'en avais pas besoin. Mon regard était fixé sur le général Davis. Un signe de respect pour l'uniforme et le poste. Un signe de respect que mon frère ne connaissait pas. Général, commençai-je. Ma voix calme et égale. La revue est simple. Le projet Chimera est fondamentalement compromis. Puis, je tournai la tête et verrouillai mes yeux sur mon frère. Cette partie était pour lui, l'entreprise de Marc. Dans son acquisition de Tech Solutions LLC 3 mois plus tôt, a créé un conflit d'intérêts irréconciliable sous le règlement fédéral d'acquisition, sous-partie 9, FIND. Ils ont consulté sur les exigences mêmes qu'ils soumettent maintenant pour remplir. Je laissai l'accusation planer dans l'air, une flèche empoisonnée qu'il ne pouvait pas retirer. Son visage pâlit, sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot n'en sortit. Je le laissai mijoter dans ce silence pendant quelques battements de cœur, avant de porter le coup final. Ce n'est pas une infraction mineure que nous pouvons atténuer, continuai-je, ma voix comme de la glace. C'est une faille fatale dans l'ensemble de la proposition. Je me tournai ensuite vers le général, revenant au protocole formel de la salle. Par conséquent, en vertu de mon autorité en tant qu'officier d'intégrité du programme désigné pour cette acquisition, votre contrat à des milliards de dollars est refusé. Je fis une pause d'un battement. Ce comité est ajourné. Un halètement collectif vint du côté de la table de Marc. Son visage, qui avait été pâle, était maintenant complètement vidé de toute couleur. Le monde soigneusement construit de l'enfant en or, le capitaine d'industrie, venait d'être démoli par une seule phrase tranquille. Il trouva enfin sa voix, bafouillant mon nom comme une malédiction. « Quoi, Jana? Tu ne peux pas, tu n'es que le contrôle du trafic de base ?» Avant qu'il puisse dire un autre mot, le général Davis se leva à sa pleine hauteur intimidante. Il se pencha en avant, ses mains plantées sur la table, et sa voix fut un coup de tonnerre qui secoua la salle. « Vous vous adresserez à l'officier du programme comme Madame Reed ?» tonna-t-il, ses yeux forant dans mon frère. « Les badges d'accès de votre équipe sont maintenant révoqués. La sécurité vous raccompagnera. » Sur ce signal, les portes au fond de la salle s'ouvrirent, et 2 officiers de police militaire en uniforme entrèrent. Marc resta là, la bouche grande ouverte, humilié et totalement impuissant. L'homme qui était entré dans la salle comme un maître de l'univers n'était maintenant qu'un intrus sur le point d'être évacué des lieux. Mon frère avait passé sa vie à jouer un jeu de perception et d'influence. À la fin, il fut vaincu par une seule règle non négociable, une règle que j'étais là pour appliquer. Après que la sécurité eut escorté Marc et son équipe hors de la salle, un nouveau type de silence s'installa. Ce n'était pas le silence tendu et oppressant d'avant, mais quelque chose de propre et respectueux. Comme l'air après qu'un orage a éclaté, les membres du comité, qui avaient été des statues au visage de pierre, semblèrent respirer à nouveau. Ils rassemblèrent leurs papiers, mais personne ne partit immédiatement. Le général Davis marcha de la tête de la table jusqu'à où je me tenais. Il ne sourit pas. Un sourire n'aurait pas semblé approprié. Au lieu de cela, il me regarda avec une expression d'immense respect professionnel sans phare. C'était un regard qui valorisait la compétence plutôt que le charisme. Un regard que je n'avais jamais reçu une seule fois de mon propre père. Cela a pris de l'intégrité. « Reed, » dit-il, sa voix basse et ferme. « Vous avez sauvé ce programme des années de bataille légale et une erreur à 1 milliard de dollars. » Les autres membres du comité, colonels et cadres supérieurs, murmurèrent leur accord et hochèrent la tête vers moi en sortant. Dans leurs yeux, je vis que j'avais passé un test tacite. Le moment n'était pas triomphant d'une manière bruyante et célébratoire. C'était une confirmation tranquille et profonde de ma place dans ce monde. Je n'étais pas Jenna, la petite sœur négligée qui avait besoin d'être protégée des détails importants. J'étais Mademoiselle Reed, la professionnelle qui avait fait son travail, dont l'autorité était maintenant incontestée. Le nom que mes parents m'avaient donné ressemblait à un souvenir d'enfance. Le titre que j'avais gagné ressemblait à ma réalité. 6 mois peuvent tout changer. Ou ils peuvent solidifier un changement qui était attendu depuis longtemps. Je me retrouvais dans cette même salle de conférence, mais cette fois, j'étais assise à la tête de la table. Devant moi se trouvait une petite plaque en laiton poli qui disait « J. Reed, directrice, commandement d'intégrité des acquisitions ». Ma promotion était venue rapidement dans les suites du scandale du projet Chimera. Le système, il s'avéra, avait une façon de récompenser ceux qui le protégeaient. J'étais maintenant en train de diriger la réunion de lancement pour le nouveau contractant. Correctement vérifié, cette salle n'était plus un lieu de règlement de compte.
C'était simplement mon domaine. Je regardais autour de moi les visages à la table, et je ressentis un sentiment d'appartenance que la maison de ma famille ne m'avait jamais donné. C'était ma vraie famille, non pas une de sang et d'obligation, mais une forgée dans une mission partagée. Mon équipe était un mélange de civils aiguisés et dédiés, et d'officiers militaires pragmatiques qui vivaient selon un code d'éthique, de précision et de devoir. Ils se tournaient vers moi pour guidance, non pas à cause de mon nom ou de qui j'étais liée, mais à cause de mon jugement. Nous parlions un langage partagé de réglementation et de responsabilité, un langage que mes parents et mon frère ne comprendraient jamais. Ici, le respect n'était pas donné librement, il était gagné par la diligence et l'intégrité, et en cela, j'avais enfin trouvé ma paix. C'était une fondation sur laquelle je pouvais bâtir une vie, un soir tranquille, en travaillant tard dans mon nouveau bureau. Une notification d'email apparut sur mon écran. L'expéditeur était ma mère. La ligne d'objet n'était que 2 mots. Ton frère. Un nœud froid se forma dans mon estomac, un fantôme d'anciennes angoisses. Je l'ouvris. C'était un long message décousu, rempli d'excuses paniquées et de plaidoiries désespérées. Marc avait perdu son titre de vice-président. Le comité d'éthique de son entreprise l'enquêtait. Sa carrière, le centre scintillant de la fierté de notre famille, était en ruine. Ma mère écrivait sur son stress, son humiliation, l'injustice de tout cela, et puis vint la ligne qui me montra que rien n'avait vraiment changé pour eux du tout. Elle demanda si je pouvais juste les appeler et expliquer que c'était tout un malentendu. Un malentendu? Ils ne comprenaient toujours pas. Ils ne comprendraient jamais. Il n'y avait pas d'excuse pour moi, pas de reconnaissance de la vérité, seulement une tentative frénétique d'effacer les conséquences pour lui. Je lus l'email une seconde fois, et la colère que j'attendais de ressentir n'était tout simplement pas là. À sa place n'était qu'un bref et fugace sentiment de pitié pour des gens si piégés dans leur propre récit qu'ils ne pouvaient pas voir la réalité devant eux. Ma peine n'était plus liée à leur validation ou à leurs excuses. Elle était mienne, gagnée et payée, d'une main calme et stable. Je déplaçai le curseur et cliquai sur Archiveur. Je ne répondis pas. Je retournai simplement à mon travail. Ma famille pensait qu'un héritage concernait les accords que l'on conclut. J'ai appris que c'était à propos des lignes que l'on refuse de franchir. Mon frère voulait posséder le ciel. Mon travail était de posséder les règles qui le gouvernaient. Si vous avez déjà vu votre expertise rejetée par des gens qui auraient dû savoir mieux, partagez votre moment de vindication dans les commentaires. Dans cette communauté, nous lisons les petites lettres. Nous lisons les petites lettres.